L'agence Manpower vous accueille, que votre projet soit déterminé ou en réflexion. Quelle que soit votre qualification, venez nous rencontrer. Nos expertes intérim sauront vous accompagner au mieux. En plus de la référence intérim, découvrez le cabinet de recrutement Manpower. Son rôle, faciliter la rencontre entre les entreprises qui recrutent et les personnes à l'écoute ou en recherche d'opportunités en CDI, CDD et alternance. Alors que vous soyez candidat ou en recherche de votre futur talent, contactez-nous. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouvel Écho de Nice après cette période estivale où nous sommes bien reposés. Enfin, pas tout le monde parce que forcément il y a des gens qui travaillent, même l'été, et notamment les gens du BTP avec qui nous allons discuter aujourd'hui dans cette nouvelle émission. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laurent Parot, secrétaire général de la Fédération française du bâtiment Charente-Maritime. Bonjour. Bonjour. J'ai également le plaisir de recevoir Raphaël Palvado. Alors vous êtes chef d'entreprise, oui, de l'entreprise Olivier Tradition Couverture et, je ne me trompe pas, Mouilleron Menuiserie. C'est ça, tout et à vous êtes fait. installé à Ars-en-Ré. Exactement. Exactement. Sur l'île de Ré, pour ceux qui ne savent pas où se trouve Ars-en-Ré. Solène Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes consultant en recrutement CDI, alors travaux publics, construction, transport et logistique chez Manpower, notre partenaire sur cette émission. Et Mélanie Martineau, qu'on a l'habitude de voir maintenant sur Écho de Nice. Alors Mélanie, vous êtes chargée de mission en développement économique au sein de la communauté de communes au Nice Atlantique. Et avec vous, on va parler emploi, on va parler actu, surtout en fin d'émission. Bonjour Ludovic. Bonjour. Laurent Parot, vous êtes donc secrétaire général de la Fédération française du bâtiment Charente-Maritime. C'est quoi cette fédération? Qu'est-ce qu'elle regroupe? Qui elle regroupe? Combien il y a de membres? À quoi ça sert une fédération? Parfait. La Fédération du bâtiment, donc c'est 500 entreprises adhérentes au niveau de la Charente-Maritime, mais c'est un peu plus que 35 000 en France. Entreprises de toute taille, de tout corps d'État, qui adhèrent à la fédération pour aller rechercher du service dans un premier temps. Donc du service, ça va être l'accompagnement social, l'accompagnement juridique sur toute la vie de l'entreprise. Ça aussi la formation. On va monter des plans de formation d'entreprise, on va les accompagner tout au long du processus. On les accompagne aussi sur l'emploi. On les accompagne pour tout ce qui concerne le technique aussi. Le bâtiment évolue énormément. Les contraintes techniques également, au-delà du juridique. Et donc, du coup, il y a des unions de métiers qui viennent en complément avec des ingénieurs pour apporter des solutions techniques en fait, sur les métiers. Donc ça, c'est le premier volet. On apporte du service aux entreprises pour leur activité au quotidien. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les entrepreneurs ne doivent pas rester tout seuls. Donc on crée du réseau d'entrepreneurs, on crée du réseau avec un groupe des jeunes entrepreneurs du bâtiment en Charente-Maritime, un groupe des femmes dirigeantes également. Le bâtiment l'a pris en compte il y a déjà de très nombreuses années, un métier qui se féminise énormément. Ça fait combien d'années en gros? Pour le groupe des femmes, ça fait plus d'une quinzaine d'années que le groupe des femmes existe. Vous avez pris les devants quelque part? Exactement, et on a une féminisation qui devient très importante, et notamment chez les apprentis. Depuis 2-3 ans, énormément de femmes s'inscrivent dans les cursus, et même dans les cursus ancestralement très masculins comme la maçonnerie et autres, donc les femmes arrivent dans le secteur du bâtiment. Donc ça, on crée la convivialité autour de réunions de communautés, mais également par des petits événements sportifs. On organise une équipe pour les 10 km de La Rochelle, par exemple, au mois de novembre. On prend 50 dossards, on fait une équipe de FFB, on a un petit tournoi de golf, mais aussi c'est des moments au restaurant, voilà, pour échanger. Et la troisième partie de notre métier, et qui est plus nationale, mais aussi locale, c'est effectivement le lobby. Parce qu'il faut défendre nos professions, défendre nos valeurs au quotidien. Ça va être défendre l'apprentissage, par exemple, ancestral lui aussi, qui existe depuis le temps des cathédrales, et qu'on veut toujours être la voie d'excellence pour arriver dans le secteur du bâtiment. Mais on va aussi se défendre, parce qu'il le faudra, sur les évolutions réglementaires, par exemple, qui pourraient impacter les métiers et nos emplois dans le secteur du bâtiment. Donc on est là, c'est très très transversal, on est là pour tout
au quotidien pour les entreprises de bâtiment. Alors justement, pour faire tout ça, vous êtes combien au sein de la fédération ? Alors, on a, en tous les cas, au niveau national et principalement, puisque c'est ce qui nous intéresse en Charente-Maritime. Alors, on est aux alentours de 800 collaborateurs au niveau national, mais on est très efficace ici puisqu'on n'est que 5. Voilà. Ah oui, effectivement. Au niveau de 5 pour encadrer, entre guillemets, 500 adhérents. 500 adhérents, et voilà, 500 adhérents qui ont des problématiques diverses. Donc, ça peut être effectivement plusieurs dizaines d'appels par jour et des questions juridiques plus ou moins longues à traiter. Donc, effectivement, on espère être plutôt efficace et efficient. Quand si moi je suis chef d'entreprise et que je veux adhérer à cette fédération, ça va me coûter combien ? Ça va vous coûter un pourcentage de masse salariale. Voilà, donc on n'est pas très malin sur ce sujet-là, puisqu'on applique des barèmes qui sont malheureusement un petit peu équivalents à ce que les impôts pourraient vous proposer. Donc c'est un petit pourcentage mais c'est la donnée la plus objective qu'on a trouvée pour lisser en fait les cotisations parmi les gros adhérents et les petits adhérents. On n'a pas voulu aller vers la cotisation fixe. C'est proportionnel en fonction de la taille de l'entreprise, parce qu'on estime que les besoins augmentent, plus la taille des entreprises augmente. On parle d'entreprise, justement, on a une chef d'entreprise, on parlait de femmes tout à l'heure, dans le monde du BTP, effectivement, elles sont quand même, faut rester réaliste, elles sont encore rares, les femmes, dans le BTP. Leur volume augmente, mais elles sont quand même encore rares. Mais là, on a un exemple concret, et ça, c'est vachement bien. Oui. Donc, Raphaël Palvado, parlez-nous de votre entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est ce que je disais tout à l'heure, elle est installée à Arcenré. Qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise ? Alors, donc, il y a 2 sociétés. Une entreprise Olivier, qui est une entreprise de couverture, et une entreprise Mouilleron de menuiserie. 2 sociétés distinctes implantées au même endroit. On a une 30aine de salariés. Et on travaille uniquement sur l'huile de raie avec... Aujourd'hui, beaucoup de particuliers, c'est le marché sur place. Et on est adhérent, évidemment, à la Fédération du bâtiment. Elle existe depuis combien de temps, cette entreprise ? Alors, c'est une entreprise familiale. Ça fait 20 ans que mes parents l'ont reprise. Et c'est 2 sociétés qui existaient auparavant, toutes les 2 d'une 50aine d'années déjà. Ouais. Ces entreprises, elles sont confrontées au phénomène que l'on connaît aujourd'hui, problème de matières premières, de sourcing, problème de coût de l'énergie, surtout en ce moment. Qu'est-ce que peut apporter une fédération comme la vôtre à des entreprises qui sont confrontées à ce type de problème ? C'est de veiller au quotidien à ce que les augmentations qui ont des causes totalement externes à notre tissu économique local, à ce qui se passe finalement dans notre département, puissent être contenues pour nos entreprises qui agissent localement. Donc on va effectivement interpeller le gouvernement sur les hausses de matériaux. On a récemment eu pas mal de discussions concernant la révision des marchés publics. Désormais, c'était à l'époque Jean Castex qui avait émis une circulaire imposant aux différents donneurs d'ordre public et bailleurs HLM de réviser automatiquement tous les marchés publics. Ça a fonctionné, ça ? Oui, ça marche pas mal. Franchement, ça a pas mal marché. Quelques petites discussions concernant l'interprétation de ce texte avec quelques opérateurs, mais globalement, ça a bien marché. Les communes aussi ont bien joué le jeu. De toute façon, elles n'avaient pas forcément le choix. C'est soit il y avait une augmentation, soit l'entreprise en fait allait travailler en perdant de l'argent. Donc c'est quelque chose qu'on a du mal à admettre quand même chez nous. Donc du coup, ça s'est plutôt pas mal passé dans ce sujet-là. Mais on est là aussi pour... on a aussi essayé au niveau national de lancer un certain garde-fou contre les effets d'aubaine. Tout le monde augmente. Il y en a qui ont des réelles raisons d'augmenter. Je parle de fournisseurs de matériaux, par exemple. D'autres ont augmenté parce que tout le monde augmentait. Et oui, ils en ont profité un petit peu, on va dire. Voilà. Et je vais pas faire de nation aujourd'hui, mais je veux dire qu'on se retrouve dans une situation où certains groupes de fournisseurs de matériaux ont eu des résultats records au premier semestre 2022. Quand la pression retombe sur les entreprises de bâtiment. Donc on est là, au niveau national, au niveau local, pour mettre une pression, c'est le lobby, c'est pas un gros mot, on est là pour défendre notre tissu d'entreprise et pour dire attention, à vous, n'insultons pas l'avenir non plus, on continuera à acheter chez vous demain, faites votre meilleur prix, soyez solidaires de la situation que vous êtes entendu ça en tant que fédération par les fournisseurs. Ils vous disent ok d'accord, on a compris le message, oui, on va faire attention et on va peut-être se limiter, ou c'est quand même âpre? Non, c'est âpre, c'est clairement très âpre parce que le cours des matériaux, pour la plupart des denrées en fait, sont des cours mondiaux boursiers.
que même nos gros fournisseurs ne peuvent pas faire grand-chose, si vous voulez. Pour autant, je dois le citer, Saint-Gobain, au niveau national, nous a fait un retour avec un courrier en s'engageant à limiter et à bloquer le rythme des augmentations. Il ne pourra pas forcément faire grand-chose sur le montant des augmentations, mais le rythme des augmentations. Quelque chose de plus visible. On avait, au début de l'année, des augmentations tous les 10 jours. Et quand un entrepreneur achetait des matériaux, le fournisseur lui disait « le prix est valable jusqu'à ce soir 18h ». Oui, donc sinon, c'est 5 réagir très vite. Et donc, c'est juste pas tenable dans l'économie actuelle. Quand un chantier se prépare sur 18 mois, on ne peut pas imaginer qu'un entrepreneur puisse prendre une décision en 2 heures sur des volumes parfois conséquents. Justement, vous concrètement, alors là on revient sur le local, quelles problématiques vous rencontrez, vous, au niveau de vos fournisseurs alors, est-ce que les matériaux sont là? Et s'ils sont là, est-ce que les prix ont véritablement explosé? Vous en êtes rendu compte de ça? Oui, alors les matériaux reviennent, oui, ça va beaucoup mieux. On a eu une année compliquée, maintenant depuis le début de l'année, ça se passe mieux. En revanche, oui, nos coûts de devis ont augmenté de 20%. À cause du prix des matériaux. Comment vous jonglez alors à ce moment-là? Parce qu'on parle d'une dizaine de jours, etc. Comment vous faites quand vous faites un devis et que vos matériaux arrivent 15 jours après, vous les avez payés à un certain prix, vous allez payer un autre, pourtant vous avez devisé un certain prix au client? C'est le gros problème aujourd'hui. C'est vous qui prenez la différence? C'est le gros problème aujourd'hui parce qu'on travaille quasiment qu'avec du particulier. Du particulier, quand on a un an d'attente de planning, vous faites le devis en 2019, vous avez la crise qui arrive, vous faites le chantier fin 2020. C'est complètement différent, les prix ont augmenté, vous ne savez pas si vous avez les matériaux. Donc finalement, c'est l'entrepreneur qui va prendre à sa charge dans la plus grande partie des cas parce que les révisions, ça ne marche pas avec le particulier. Donc ça a impacté les entreprises effectivement. Nous, on a fait le choix pour notre part de travailler avec une coopérative d'achat, les réseaux Artipol. Donc on est partie prenante de la coopérative, on est actionnaire, les artisans sont actionnaires. Donc ça nous permet de discuter avec la direction, d'être entendus. C'est un choix de gestion. Aujourd'hui, ça va mieux, effectivement. Maintenant, il y a le coût de l'énergie qui retombe sur les industriels, sur les usines. Et on navigue toujours à vue. On ne sait pas, aujourd'hui, personne ne connaît ni l'issue et ne maîtrise l'avenir. Donc c'est délicat en tant qu'entrepreneur de savoir où on va. Oui, parce qu'on parle des matériaux, mais effectivement, il y a le coût de l'énergie, le coût du transport, parce que forcément, vos salariés vont d'un chantier à un autre. Là aussi, il y a une forte augmentation, vous l'avez constaté, ou vous avez réussi à limiter les dégâts là-dessus? Alors, effectivement, nous, ce qui nous impacte le plus, ça va être l'essence, parce qu'on ne travaille que sur l'île de Ré, mais on fait beaucoup de petits allers-retours. Et puis, pour faire venir travailler des gens sur l'île de Ré, il faut bien payer l'essence. Donc, la majorité de nos salariés venant du continent, et bien effectivement, c'est une charge qui a explosé. Maintenant, on n'est pas vraiment dans les ateliers, on travaille en dehors. Donc, au niveau électricité, gaz, on n'est pas plus impacté, mais oui, forcément, les charges augmentent pour toutes les entreprises. On va continuer cette discussion. On va parler tout de suite de l'emploi en Charente-Maritime et plus principalement dans le nord de la Charente, parce qu'on est quand même en Onis. C'est pas pour rien qu'on s'appelle Onis TV. L'emploi. L'emploi en Charente-Maritime, ça passe par notre partenaire Manpower. Solène Laurent, je vous redis bonjour, mais même si on s'est salué au tout début de l'émission, vous avez des offres d'emploi à proposer à ceux qui nous regardent, donc c'est le moment de se jeter sur son écran, en tous les cas sur son téléphone, pour vous envoyer un petit email, on verra l'adresse après. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer ? Alors aujourd'hui, surtout sur la partie, on va dire d'abord CDI et sur notre cabinet de recrutement, parce que du coup Manpower c'est aussi ces deux entités-là. Sur la partie recrutement, il va y avoir toute la partie liée évidemment au BTP dont on parlait, donc les postes vraiment pénuriques dont on parlait, coureurs,
charpentiers, vous connaissez bien, des climaticiens, chauffagistes aussi, effectivement, en fonction de chaque secteur, et des marchés aussi différents, mais beaucoup d'entreprises du secteur de la Charente-Maritime sont en difficulté sur ces postes-là, mais aussi des postes évidemment de responsables. On recherche des responsables d'exploitation dans le secteur industriel, des chargés d'affaires aussi sur le parti électricité ou un petit peu plus d'autres secteurs de la partie BTP, des architectes, des chargés d'études, des métiers qui sont liés aussi à tout ce qui est bureau d'études, techniques et toute la partie aussi commerciale et chargée d'affaires. Donc ça, c'est vraiment sur cette partie-là. Et puis après, évidemment, tous les autres postes qui peuvent être amenés à rechercher, des opportunités libres. C'est vrai qu'aujourd'hui, si un candidat est en recherche d'emploi, on est en capacité de pouvoir l'accompagner sur son projet, en CDI, en tout cas déjà sur le cabinet de recrutement. Juste une petite parenthèse, on en parlera de l'emploi des salariés, etc. Mais est-ce qu'il y a une forte demande, là, non pas des demandeurs, mais de ceux qui offrent? Est-ce qu'il y a beaucoup d'augmentation de recherche d'emploi? Des recherches. Les entreprises aujourd'hui sont en grande difficulté, et puis on en discutait tout à l'heure, mais effectivement des difficultés qui sont au-delà de la partie recrutement. C'est aujourd'hui comment est-ce que je recrute différemment, et là vraiment sur la partie CDI, mais comment est-ce que je fais pour attirer mes candidats, et surtout comment je fais pour les garder chez moi sur le plus long terme. Donc ça passe aussi par beaucoup de pédagogie. Au-delà de la partie recrutement, on accompagne vraiment nos clients sur la partie conseil, recrutement. Et notre ligne de service vraiment s'appelle conseil, recrutement. Donc c'est vraiment dans toute cette approche-là. Alors bien évidemment, Manpower, on le connaît principalement pour de l'intérim. Et là aussi, vous avez des offres d'emploi à nous proposer en intérim. On va voir le panneau offre d'emploi agence intérim. Exactement. Donc tous les secteurs, évidemment, dans la partie maçonnerie, coffrage, VRD, traditionnel aussi évidemment. Les électriciens, effectivement là c'est aussi pas mal recherché. Peintre intérieur, extérieur, donc les façadiers également. Et puis encore voilà tous les autres métiers. Et puis même juste des personnes manœuvres. Aujourd'hui les entreprises sont prêtes et ouvertes à former directement, juste sur du savoir-être, de la motivation. Et je pense que vous êtes tout aussi d'accord sur cette partie-là. Donc quelqu'un qui a envie de travailler, qui est mobile aussi, parce que c'est important sur la Charente-Maritime, et qui est motivé, il trouvera automatiquement une opportunité en passant la porte de Manpower. Alors, en dehors de Manpower, il y a aussi... si on veut postuler, il y a une adresse email à laquelle il faut envoyer sa candidature sur l'ensemble des postes que l'on a évoqués. la-rochelle@manpower.fr, et puis le mieux, c'est encore de venir nous voir directement à l'agence pour pouvoir nous rencontrer et échanger avec les personnes qui sont à l'agence. Sans transition, on passe aux offres d'emploi de la communauté de communes Aunis-Atlantique. Et là, c'est tout le nord aussi de la Charente-Maritime qui est concerné. On a un premier panneau, si je ne me trompe pas, d'offres d'emploi. C'est le groupe Lequet, on en parlait hors antenne tout à l'heure. Groupe Lequet, donc c'est la scierie qui se trouve à côté de Saint-Jean-de-Liversay, à Luché pour être exact. Et eux, ils ont besoin beaucoup de monde. Donc une assistante de gestion parlant anglais, allemand, ça ne va pas être possible pour moi. Un débardeur, un abatteur, un technicien de maintenance, un technicien QHSE en alternance ou contrat CDD de 12 mois. 3 opérateurs, un cariste, un sieur. Je pense que là, il y en a peut-être pour tout le monde. Le deuxième panneau qui va nous... Alors c'est Chronos Intérim, concurrent de et oui, on n'est pas tout seul évidemment sur le secteur. Menuisier, agenceur, mais le principal c'est que tout le monde puisse travailler. Menuisier, agenceur, réparateur SAV électroménager, stratifieur, polisseur, drapeur, accastilleur, opérateur contrôle emballage, plombier et cuisinier. Là aussi, il y a du boulot. C'est vrai que le monde de la restauration a beaucoup souffert du manque de main-d'œuvre. Et je pense que très compliqué. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. La boulangerie, le Talmenier, alors ça c'est à Ferrières, c'est pas très loin d'ici. Un boulanger, une boulangère et un apprenti ou une apprentie boulangère. Et Super Une Marrant, bien connu, conseiller vendeur, un boucher et un manager boulangerie-pâtisserie, là aussi. Les boulangers sont en recherche. On a du mal à recruter, effectivement, on voit beaucoup passer d'annonces en boulangerie. Peut-être que les gens n'ont plus envie de faire de pain. C'est dommage, c'est la base de notre nourriture quand même. Et pour postuler, vous allez sur le site emploi.onisatlantique.fr. On va continuer à discuter avec la Fédération française du bâtiment. Justement, on parle d'emploi, on parle de formation, les difficultés pour recruter. Comment vous faites, vous, pour inciter les gens à venir travailler et surtout à répondre aux annonces de vos 500 et quelques adhérents?
Comment vous faites? Quelle est l'action là de la fédération vous Plein d'actions, mais on n'a pas encore trouvé apparemment la recette Ouais, miracle. ça marche pas, c'est difficile. Non, ouais, c'est difficile. En fait, aujourd'hui, on n'arrive pas encore à permettre à tous nos adhérents d'être satisfaits, d'avoir le bon nombre de personnel nécessaire. Alors, on a eu un volume d'emploi qui a énormément augmenté dans le département. On est passé, en gros, si vous voulez, des années 2000, crise de 2000. Ouais, au fond de la crise de 2008, voilà, qui est pour nous ressentie en 2012-2013. On avait un petit peu moins de 10 000 emplois bâtiments dans le département, je parle d'emplois salariés. Là, on vient de passer au-delà de 13 000 emplois salariés. Donc, sur moins de 10 ans, si vous voulez, c'est quand même assez énorme. Pour autant, il en manque sans doute encore 2-3 000, c'est-à-dire des CDI offerts. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est devant les écoles pour proposer effectivement aux plus jeunes de rejoindre les beaux métiers du bâtiment. On fait des organisations de visites de chantier, notamment au mois d'octobre prochain, on appelle ça les coulisses du bâtiment. Donc on accueille presque 1000 jeunes sur 2 jours pour venir à la découverte des professionnels du bâtiment. On encourage énormément l'apprentissage. Donc du coup, par ce biais-là, on a, et c'est loin d'être anecdotique, énormément augmenté les salaires pour attirer. Plus de 6% mais qu'est-ce qui coince en 2 ans. Vous augmentez les salaires, c'est quoi? C'est les conditions de travail, c'est la pénibilité, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait que les jeunes n'ont pas envie d'y aller? Alors, ce qui fait que les jeunes n'ont pas envie d'y aller, c'est que leurs parents n'ont pas envie qu'ils y aillent. Ah, voilà. C'est la faute des parents. Et l'éducation nationale reste encore sur un modèle d'amener X% d'une classe d'âge au niveau du bac. Et donc, du coup, le modèle économique, et je parle bien de modèle économique de l'éducation nationale, est fait ainsi qu'on occupe les professeurs d'année en année et que, du coup, on emmène les enfants de tranche d'âge en tranche d'âge jusqu'au bac. Ça, c'est un modèle économique, on n'arrive pas à casser ça. Alors, le rectorat nous a contactés la semaine dernière. Ils viennent et on est très content, de créer des postes de conseillers école-entreprise. Donc, ils vont nommer des professionnels par le biais des fédérations professionnelles. D'accord. Pour devenir des sortes de mandataires auprès du rectorat, pour aller auprès des écoles et aller dans le vœu qu'avait prononcé le président Macron en 2017, c'est-à-dire de renforcer et de redévelopper l'apprentissage. Mais il a fallu tout ce temps. Et on a raté sans doute une marche, celle de pouvoir répondre à une certaine demande aujourd'hui. Mais bon, ça arrive. Donc, augmentation des salaires, oui, c'est plus 6% en 2-3 ans. Donc, c'est le rattrapage du SMIC, mais c'est également l'opération séduction. Aujourd'hui, alors Solène pourra en dire un peu plus que moi ou Raphaël sur les niveaux de salaire en fait, dans le bâtiment, mais ce que je vois passer montre qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on donne aux salariés. Avec les avantages du... Je reviens sur ce que vous avez dit. C'est la faute des parents parce qu'ils ne veulent pas que leur gamin aille dans le monde du bâtiment. Ça a toujours encore, parce que moi j'ai toujours entendu ça, le lycée professionnel, c'était la voie de garage, on envoie les gamins là-dedans parce qu'ils savent pas ni lire ni écrire. Enfin voilà, j'ai toujours entendu ça quand j'étais jeune. Ça existe encore ça, cette espèce de façon de penser, croire que le monde du BTP c'est la voie de garage entre guillemets. Oui, je pense. Vous l'entendez encore, oui, je pense que ça existe encore parce que l'image du bâtiment, effectivement, un peu sale, c'est pénible, c'est l'hiver, il fait froid, c'est mouillé, on patauge dans la boue. Non, enfin voilà, on a amélioré énormément les conditions de vie sur les chantiers. Il y a des organismes qui nous accompagnent, qui accompagnent les entreprises au quotidien pour veiller à la sécurité et au bien-être des salariés sur les chantiers. Donc, ouais, les métiers ont changé. Maintenant, enfin, c'est pas encore. Le problème, c'est que les gens ne le savent pas alors. Non, ne le savent pas. Donc, on va communiquer. On travaille maintenant sur des exosquelettes qui permettent effectivement d'alléger les charges. On travaille avec des drones, des métiers du bâtiment avec des drones maintenant. Ça devrait attirer les jeunes. Donc on espère que... Oui, mais enfin, le maçon avec la truelle, on a aussi toujours besoin. Si tout le monde monte les murs avec des drones, ça va être dur. Exactement. Non, mais il y en a encore, effectivement, et ça reste un métier manuel. Et c'est ce qui fait, à mon sens et au sens de beaucoup, la beauté des métiers, c'est que c'est manuel. C'est juste que le bâtiment n'a pas encore trouvé, on en a parlé plusieurs fois, mais son héros ou ses héros, pour pouvoir le convertir dans un mode Top Chef. Ah. Voilà. C'est-à-dire que c'est une bonne idée, les CFA du bâtiment sont remplis aujourd'hui de jeunes qui veulent faire pâtissier, cuisinier. Et ben, le bâtiment n'a pas encore trouvé son angle pour faire cette transition-là. Il n'a pas trouvé son Cyril Lignac. Voilà. Pour Stéphane de Plaza, on a c'était moins crédible. Non, mais voilà. Et non, effectivement, on a ce problème un petit peu d'image encore, mais avec la féminisation, alors on évoquait la féminisation, c'est pas anecdotique, on est à un peu plus de 20% de femmes dans le secteur du bâtiment.
tout métier confondu. Mhm. Hein. Et je dois avouer, encore dans les métiers de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire les architectes ou les maîtres, et aussi les métiers un petit peu plus dans les bureaux. Mais ça se féminise sur les chantiers. Raphaël, vous, dans votre entreprise, il y a beaucoup de femmes? Il y en a une. Oula, sur 30, vous m'avez dit? Ouais. Mais c'est bien fait pas quand même. beaucoup. Non, c'est Oui, mais bien, c'est nous pas on en beaucoup. est fiers. Donc on c'est est vous? contents. Non, c'est pas Ah moi. bon. Non, Donc il y en a deux. Ouais, si on me compte, oui. Mais, Là aussi, est-ce qu'il y a mauvaise presse? Est-ce que vous sentez que c'est un peu difficile en termes de recrutement, on entend? Alors, de jeunes, oui, certainement. Maintenant, on a beaucoup de reconversions de personnes qui sont sorties de l'école, qui ont passé 5 ans dans un bureau et qui ont dit non, maintenant j'ai envie de faire quelque chose de mes mains, de voir le travail que je réalise. Et qui se tournent par la suite vers des métiers du bâtiment. Et c'est quelque chose qui nous plaît énormément parce qu'au moins ils savent ce qu'ils veulent faire, ils savent pourquoi ils sont là. Je pense qu'il faut casser le code effectivement du maçon bourrin. Aujourd'hui, on a beaucoup de salariés qui sont passionnés et fiers de leur travail et ouais, c'est important. Après, effectivement, il est toujours difficile de recruter. Je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut passer par d'autres voies que ce qu'on pense aussi, l'apprentissage, c'est la première. Maintenant, nous, on a, par exemple, via les Compagnons du Devoir, recruté des migrants qui sont arrivés en France, qui ont été formés par les Compagnons du Devoir, accueillis par l'association Habitat et Humanisme à La Rochelle. C'était un pari, hein, on a essayé, et on a une personne qui est en CDI maintenant dans l'entreprise. On a une formation qui nous est proposée par la Fédération du bâtiment qui s'appelle l'École supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment, qui nous demande de mener des projets sociaux et solidaires, puisque nous sommes plusieurs chefs d'entreprise regroupés pendant 2 ans à être formés grâce à des intervenants de la Fédération. Ce qu'on a fait, l'année dernière, on a été rénover une menuiserie à Niort, à côté de Niort, à Praec, une menuiserie d'un Emmaüs, donc ça permet de sensibiliser aussi des personnes qui cherchent à redémarrer dans la vie, à nos métiers. Voilà, je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut s'entourer et que nos métiers agissent ensemble dans le but de recruter et de... Vous, à l'heure actuelle, vous cherchez encore? Alors, cherchez des gens ou pas? Nous, on a une grosse problématique sur l'île de Ré, c'est qu'on est... on est borné à la saisonnalité et en fait, pour vous dire, de septembre à juin, on a 8 intérims qui complètent nos équipes. Et par contre, de juillet-août, on ne peut pas travailler. On a été... Ah, mais c'était exact, oui, vous avez tout à fait raison. On a eu un gros souci. Jusqu'alors, on tenait à rester ouvert parce que c'est le moment où il y a nos clients et qu'on souhaite être présent pour eux. Mais cette année, on a été accepté sur aucun chantier pendant 2 semaines en août. Donc on est obligé de jouer avec de l'intérim, effectivement, pour compléter lors de la période où on peut travailler et l'été, avoir un peu moins de personnel. Vous le sentez, vous aussi, au sein de Manpower, que le BTP s'évade des rétros? Moi, je ne veux pas aller faire le maçon. Il y a ce frein-là encore aussi? Alors, il y a ce frein, pas forcément parce que les personnes qui se dirigent, nous, vers le BTP, c'est qu'ils sont intéressés. Donc, il y a quand même des personnes qui ont envie d'apprendre. Tout à l'heure, on parlait de personnes qui sont manœuvres et qui vont être formées. Après, effectivement, il faut avoir l'envie, le projet, la motivation. Après, évidemment, on reparlait aussi tout à l'heure des conditions. Là où les personnes vont commencer un petit peu à titiller, c'est oui, mais moi, je ne veux pas aller trop loin de chez moi. Oui, mais par contre, moi, dans telles conditions, je n'irai pas. Oui, mais s'ils n'augmentent pas de tels centimes, c'est plus dans ces petits détails-là où, effectivement, bien que le bâtiment, ça reste un secteur qui, selon moi, et on a l'agent, nous, on est généraliste, donc on a les métiers aussi tertiaires et on le voit avec les différences de salaire. Le bâtiment, ils sont quand même plutôt bien rémunérés. Et évidemment, il y a peut-être des choses encore à faire, mais quand je vois les augmentations qui a été, je crois qu'il y en a eu au moins 2 cette année d'augmentation, c'est quand même important et toujours dans l'objectif de valoriser ces métiers-là. Mais il y a toujours la capacité de pouvoir dire que c'est pas suffisant. Donc après, c'est aussi à nous, agence d'intérim, on valorise nos clients et de leur dire à un moment donné, si, allez dans cette entreprise, vous verrez, il y aura ça aussi qui jouera. Ou au contraire, allez plutôt dans celle-ci parce que ça correspondra mieux. L'idée, c'est de jongler en fonction de chacun et de s'adapter. Mais effectivement, ça peut rester compliqué quand même de temps en temps. Laurent Parent, on parlait d'apprentissage. Est-ce que ça a la cote, l'apprentissage aujourd'hui? Ou là aussi,
faut sortir les rames pour pouvoir remplir les effectifs au sein des écoles et autres CFA. Non, c'est redevenu un peu à la mode. Alors beaucoup sur certains métiers, je parlais de la cuisine tout à l'heure et de la pâtisserie et autres. Et même pour le bâtiment. Ça redevient à la mode. On avait une augmentation forte l'année dernière. Un peu plus de 10% d'apprentis dans le secteur du bâtiment sur notre département. Et là, on attend forcément les chiffres de rentrée pour 2022-2023, mais sensiblement, on sera encore en hausse. Les salaires, on parle de salaire, ça débute à combien? Je sais pas moi, le maçon qui commence au bas de l'échelle, c'est quoi les salaires? C'est quoi la fourchette? On va être... alors, la première grille, comme dans toute convention collective, c'est le SMIC, de toute façon. Un SMIC qui a déjà lui-même particulièrement bien augmenté ces dernières semaines, et puis je crois que ça paraît tout à fait légitime. Mais il faut aussi ajouter les avantages qui sont dans le secteur du bâtiment, c'est-à-dire les déplacements et ce qu'on appelle communément le panier. Pour pouvoir manger, et qui peuvent augmenter d'un peu plus de 200, 250, voire un peu plus en fonction des grands déplacements, les salaires en fait des personnes. Sincèrement, pour voir pas mal de salaires passer, je vois assez peu de maçons au SMIC. On est sur un niveau largement supérieur. Je pense qu'on peut être ouvrier à plus de 2000 € et très sensiblement dans le... Même en Charente-Maritime, c'est-à-dire où on sait que... Voilà. Ah non. Et après, on a dans des entreprises très bien dimensionnées, plus calibrées, des postes qui peuvent aller jusqu'à 4000, 4005 € pour des gens de chantier, qui sont des conducteurs de travaux, des chefs d'équipe. Il y en a. Enfin voilà, c'est pas la majorité. On peut pas dire que ce sera tous les salaires à ce prix-là, mais ça existe. Et si je peux me permettre, un des gros avantages du secteur du bâtiment, c'est cet ascenseur social qui est systématisé. C'est-à-dire que plus vous passez de diplôme, plus automatiquement vous augmentez de salaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à attendre que le chef d'entreprise vous accorde une augmentation due à un nouveau diplôme. Automatiquement, vous augmentez à la grille. Parce que notre grille est fonction des formations que vous avez. C'est ça, donc les formations en continu quelque part, ou les formations en interne au sein de l'entreprise, ça aussi ça se démocratise, on n'en voyait pas souvent il y a une dizaine, vingtaine d'années. C'est difficile de pouvoir évoluer, surtout dans ces types de métiers-là. Aujourd'hui, ça a complètement changé, ça? C'est du CEP au BAP, au bac technique. Après, vous avez des formations bac plus 2, bac plus 4. Enfin, il n'y a pas de limite. Les entrepreneurs, comme Raphaël qui s'est formé effectivement à l'école des jeunes dirigeants, on continue. Et du coup, ça donne... Comme c'est des formations qui sont qualifiantes, on a un nouveau niveau, et le nouveau niveau permet d'accéder à un nouveau montant de rémunération. Et donc quelqu'un qui a envie de se former au quotidien en alternance dans l'entreprise va augmenter dans l'entreprise ou il ravive sa vie dans une autre entreprise, enfin rebondira d'entreprise en entreprise, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter. Alors je vais me faire l'avocat du diable. Si vous augmentez les salaires, si le coût de l'énergie augmente, si le coût des matières premières augmente, à un moment donné, ça va coincer. Côté client, forcément, puisque les prix sont tellement exorbitants. Comment vous faites, vous, en tant qu'entreprise, pour allier les deux? À la fois augmenter ses salariés, ce qui est quelque part normal, quand on a un taux d'inflation à plus de 6%, les coûts d'énergie qui augmentent. Sur quoi vous pouvez jouer? Sur quel levier vous pouvez jouer? Sur la marge? Oui, mais à un moment donné, il n'y en aura plus. Comment vous allez faire? Il faut rester acceptable auprès des clients. C'est sûr que le coût des chantiers augmente pour eux. Nous, effectivement, la marge est un petit peu impactée. Il faut trouver le juste milieu pour rester acceptable pour tout le monde. Maintenant, c'est sûr qu'on attend un petit peu d'aide aussi de nos gouvernements et des pouvoirs publics parce que ça ne va pas durer éternellement comme ça. On essaie de rester acceptable, mais à terme, il va bien falloir trouver des solutions. Et aujourd'hui, on est coincé. Notamment les charges sur les salaires. Est-ce que les fédérations, la Fédération française du bâtiment se bat pour dire qu'il faudrait peut-être y aller mollo sur les charges? Est-ce que c'est aussi un cheval de bataille pour vous? Oui, alors c'est un cheval de bataille. L'avantage, c'est qu'on n'est pas les seuls à mener cette bataille-là. Donc du coup, on est plutôt pas mal accompagné par les autres secteurs professionnels. Il ne faut pas oublier que la France est un pays des plus chargés. Oui, alors après, moi, c'est une vision personnelle. Après, c'est effectivement un pays où on est très chargé, mais c'est aussi un pays où on reçoit aussi beaucoup. Également. Donc du coup, cet État-providence, peut-être qu'il a pas mal de défauts, mais en tout cas, on peut tous au moins vanter les mérites de certains sujets. Non, oui, cheval de bataille. Après, régulièrement, là, on va avoir un triplement de la prime Macron
qui rentrent. On a une défiscalisation des heures sup avec une augmentation du contingentement d'heures supplémentaires. On a eu l'année dernière une autre mesure. Oui, on est toujours dans un processus d'allègement de la valeur du travail. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si on force, c'est pas forcé parce que les gens ont besoin. Si on propose à des gens de travailler un peu plus, ils pourront travailler un peu plus et l'impact final pour l'entreprise ne sera pas aussi fort que si c'était un salaire chargé initial. Donc du coup, c'est incitatif au travail. Et les salariés, globalement, le prennent. On a 2 générations, mais on a une génération qui va largement le prendre et une génération qui va plutôt considérer qu'il veut garder son rythme quotidien de vie ou hebdomadaire de vie entre l'équilibre des loisirs, du travail et aussi bien sûr de la famille et d'autres contraintes. Donc là, on ne se cache pas, ce sont les nouvelles générations qui tendent vers ce mode de fonctionnement. On va voilà, le dire comme ça. Ça, c'est compliqué aussi à gérer. C'est compliqué. Enfin, c'est nouveau aussi. C'est compliqué, mais là, c'est aux chefs d'entreprise sans doute de s'adapter. On a une mutation à ce niveau-là. C'est un peu brutal aussi, parce qu'on a vu ce changement depuis la pandémie. Comment un chef d'entreprise il s'adapte à ça quand il entend son salarié dire hop, moi je veux préserver mes week-ends, je veux pas débaucher à 19h parce que j'ai mes enfants. Vous faites quoi vous Eh bien on s'adapte. On arrête le chantier. Non, on fait pas ça, on s'adapte. De toute façon, on n'est rien sans eux, ils sont rien sans nous, on est une équipe, donc on fait en sorte que ça fonctionne. Nous, les salariés, ils quittent le boulot à 16h30, ils ont une pause déjeuner. Ils embauchent tôt aussi. Ils embauchent tôt, ils n'ont qu'une demi-heure pour déjeuner, mais ils partent à 16h30. Le temps de rentrer à La Rochelle, pour la plupart, ça leur fait arriver à des horaires convenables pour récupérer les enfants, pour en profiter. Pour notre part, on n'a pas à se plaindre de nouvelles générations ou de départ dans l'entreprise. Ils sont heureux de venir travailler, de faire des beaux chantiers, de voir la mer toute la journée, ça leur va. Mais c'est une question d'écoute et puis il faut, de toute façon, on n'a pas le choix et c'est comme ça qu'on avancera ensemble dans les prochaines années. C'est vrai que le cadre de l'île de Ré, il y a pire comme lieu de travail, on est bien d'accord. Après, il y a d'autres endroits où c'est peut-être un peu moins... c'est quand on a des chantiers sur Paris, par exemple, où là, on est dans l'urbain toute la journée, c'est peut-être moins agréable, c'est clair. On parlait de formation, on va en parler tout de suite avec les formations expliquées. Je me retourne encore vers les gens de Manpower. Vous avez 2 formations, dont une qu'on ne connaît pas trop, mais qui va prendre le dessus, c'est étancheur, c'est ça? Étancheur du on va bâtiment. voir, voilà, c'est à partir du 14 novembre, formation d'étancheur avec les compagnons du devoir et 4 autres entreprises. Alors d'abord, avant d'aller plus loin dans cette formation, c'est quoi un étancheur? Eh bien, un étancheur, c'est important puisque ça évite quand même qu'il y ait des fuites dans les bâtiments. C'est principalement sur des toits plats, donc les toits terrasses, sur des balcons aussi. Donc c'est avec une technique particulière sur des membranes qui peuvent être différentes, essentiellement utilisation au chalumeau, mais après en fonction des entreprises, les techniques sont différentes. Donc c'est un métier qui est essentiel, aussi bien sur du neuf que sur de la rénovation. Des grands chantiers comme des plus petits de rénovation, c'est très intéressant et c'est un métier qui est automatiquement, qui durera dans le temps et qui a des besoins constamment. Tant qu'il y aura des maisons. Exactement. Et je pense qu'on a tous prévu de continuer à habiter, donc ça devrait être bon. On ne va pas se mettre dans des grottes. Donc à partir du 14 novembre, elle va durer combien de temps cette formation? Environ 1 an, puisqu'elle se termine le début octobre 2023. Donc c'est un contrat de professionnalisation. Pas de critères d'âge, mis à part d'être majeur. Pas non plus de limite de salaire, dans la mesure où le minimum sera le SMIC, même en fonction même si vous avez 18 ans. L'objectif, c'est vraiment de former sur les bases du métier d'étancheur, donc 4 entreprises qui sont partenaires, la SMAC de La Rochelle, Soprema de Rochefort, Châtel Étanchéité et Onis Étanchéité. C'est un projet où je suis quand même plutôt fière et on l'a fait tous ensemble. C'est un projet qu'on a créé depuis 1 an. C'est une formation qui n'existe plus sur la Charente-Maritime, qu'on a montée de A à Z avec les compagnons de devoir. On s'est tous mis autour de la table. L'idée, c'était d'écouter les 4 entreprises qui sont en réelle difficulté parce que les étancheurs, vraiment, ça n'existe plus et c'est hyper compliqué, en tout cas sur notre secteur. Donc l'idée, c'était de comprendre c'est quoi le métier d'étancheur pour ces entreprises-là et qu'est-ce qu'il leur faut. Donc ils ont tout le package de l'étancheur, mais ils ont aussi toute la partie sécurité, les cassettes qui sont nécessaires par rapport à la hauteur. La connaissance aussi, parce qu'au-delà de connaître la technique, c'est aussi comprendre, parce que pour éviter une fuite, il faut peut-être comprendre comment elle peut arriver, la fuite. Donc c'est aussi leur apporter cette connaissance. Et donc c'est une formation qui démarre le 14 novembre, qui aura lieu de façon un peu exceptionnelle chez un client, chez Soprema. Ça a été fait en partenariat avec les compagnons de devoir. Donc là, c'est vraiment en milieu concret d'une entreprise. Et donc c'est un groupe de 10 personnes.
Et là, vous avez dit à partir de 18 ans, donc ça veut dire pas de formation de base, j'arrive tout nu, hop, et je suis formé, c'est ça? Exactement, bon, avec le Chalomo, on veut peut-être mieux être habillé quand même, mais quand même, il n'y a pas de critères, mis à part le permis B, qui est un critère essentiel, ne serait-ce que déjà pour pouvoir aller à Sopréma, qui est du côté de Rochefort et Saintes, mais sinon, pas de critères particuliers, ne serait-ce que d'avoir envie d'apprendre un nouveau métier, de s'intégrer dans des entreprises qui les attendent, parce que vraiment, c'est 4 entreprises. Il y a un besoin très fort. Et ils sont plus que partenaires sur ce projet-là, ils sont ravis de pouvoir être sur ce projet, et ces 4 entreprises-là attendent de pied ferme les nouveaux apprentis sur ces métiers-là, donc voilà, la porte est ouverte aux candidatures et on est en plein process sur cette formation. Deuxième formation, toujours à partir de novembre. Alors là, c'est un monteur réseau, donc c'est pas de l'informatique. Là, on est sur les lignes électriques. Aéro souterrain, c'est quoi la caractéristique de ce métier? Eh bien, écoutez, faut pas avoir peur du vide. Déjà, parce qu'il faut quand même monter haut. Oui, ça, c'est quand même le critère de base, puisqu'on peut monter sur les poteaux électriques que vous voyez sur les routes tout le long. Donc, c'est soit de la création de lignes, soit de la rénovation, de la maintenance de lignes électriques qu'il peut y avoir. C'est un travail qui nécessite quand même des techniques physiques, on va dire, puisque quand même, faut monter en haut, donc une certaine aptitude physique, de ne pas avoir le vertige. Dans l'idéal, un bagage en électricité. Mais c'est pas non plus rédhibitoire. Non, parce que notre client avec qui on travaille, donc qui est Ineo, qui fait partie du groupe Equance, est aussi ouvert aux personnes qui ont un vrai projet, qui sont motivées, et s'il n'y a pas le bagage d'électricité, mais que la personne correspond au niveau de la motivation, et ben ça suivra. Et après, de toute façon, la formation qui est faite avec l'AFPA apportera aussi ce complément de formation. Donc là aussi, si on veut postuler pour ces formations, il y a l'adresse email. Mais Exactement. Le mieux, c'est d'aller sur l'agence Manpower à La Rochelle ou dans les 5 autres agences de Charente-Maritime, on ne le sait pas forcément, qui sont donc Rochefort, Saintes, Jonzac, Royan et La Rochelle, évidemment. Évidemment, de passer la porte, c'est encore mieux puisqu'ils peuvent être écoutés par une conseillère. La Rochelle, c'est Jessica qui est la spécialiste de la formation et qui pourra parfaitement leur répondre sur toutes les questions de la formation, avoir plus de précision, s'ils ont besoin de voir une vidéo sur ce que c'est vraiment le métier, c'est beaucoup plus parlant de temps en temps. Voilà. Au niveau de la fédération et des formations, vous êtes un vecteur entre les demandeurs et les employeurs. Comment ça marche? Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Deux options. L'entreprise, effectivement, a besoin, donc du coup, elle nous contacte et on a une chargée emploi formation qui est là pour pouvoir diagnostiquer les besoins de l'entreprise à la fois en formation obligatoire, c'est le cas de certaines, et en formation annexe à celles qui sont obligatoires, c'est des formations métiers, d'amélioration, de compléter les performances des salariés que l'on a, ou alors ça peut être parfois presque sur du bien-être ou sur effectivement du confort de travail. Donc du coup, on est là pour ça. Alors autrement, c'est qu'on a nous-mêmes un organisme de formation qui s'appelle l'IFRB, l'Institut des formations des métiers du bâtiment, alors sur le territoire géographique du Poitou-Charentes, et on propose effectivement des formations qui soient des formations longues ou des formations courtes. Sinon, on travaille avec tout un réseau de partenaires de formation et on monte des opérations parfois en collaboration avec effectivement les agences d'intérim ou un lycée ou autre. Voilà. Donc on est au cœur vraiment de la formation. On recueille le besoin de nos adhérents, on essaie de trouver et si ça n'existe pas, on crée aussi des formations. C'est le cas d'une formation qu'on a montée l'année dernière de coffreur-mancheur avec l'AFPA, avec des entreprises qui sont venues nous voir en nous disant on a ce besoin-là. On est capable de créer l'ingénierie de la formation. Alors comme pour les postes, forcément il faut des gens. Vous avez indiqué effectivement que vous avez ouvert vos portes entre guillemets à des migrants. Est-ce qu'il va falloir en passer par là pour avoir la main-d'œuvre? Est-ce qu'il va falloir avoir, entre guillemets, on en parle aussi, des quotas de personnes qui viennent de l'étranger pour occuper ces postes alors qu'on a à peu près 3 millions de chômeurs en France? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est un peu en déséquilibre? Et qu'est-ce que peuvent faire des acteurs comme Manpower ou comme vous ou les chefs d'entreprise pour essayer de rééquilibrer tout ça? Enfin, c'est en règle générale, j'entends.
Je crois qu'on fera pas mieux que nos anciens ou différemment de nos anciens, effectivement. Si jamais il y a un manque encore plus accru de main-d'œuvre, évidemment, je pense que ça sera une solution tout à fait logique. Là, il y a eu de nombreuses vagues de migrants qui sont arrivés en fait sur l'ensemble du territoire français, dont une bonne part sur notre département. La préfecture nous a demandé globalement de les accompagner. Les agences d'intérim ont joué le jeu, les structures d'insertion ou d'accompagnement ont joué leur jeu, les compagnons, les CFA, l'État bien sûr, la fédération, les collectivités aussi ont joué le jeu. Les histoires sont plutôt belles, mais peut-être que d'autres vagues sont peut-être nécessaires, effectivement. Oui. De toute façon, il faudrait que la production continue, sinon on peut pas éteindre en fait l'envie ou le besoin de production. Ça, c'est pas possible. Donc du coup, il faudra faudra qu'on s'adapte, mais on est suffisamment résilients tous, à tous les niveaux, pour que on trouve les solutions au moment où elles seront incontournables. Dernière partie de cette émission, et pas des moindres, on est, je pense, le pays champion des réglementations. Je crois que je ne me trompe pas en disant ça. Et il y en a une qui pointe son nez, c'est la nouvelle réglementation environnementale, qui va forcément impacter les entreprises du BTP, puisque les entreprises, en règle générale, en tous les cas, sont tenues de réduire leurs émissions de CO2. Vous êtes forcément concerné par cette réglementation. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense qu'aujourd'hui, c'est de la découverte totale. Pour l'instant, on n'a pas encore fait de chantier soumis à cette réglementation. Maintenant, ça a l'air effectivement très lourd. Donc, un chantier va être soumis, va avoir un quota d'émissions de CO2 et sera évalué selon si les critères passent ou non pour avoir l'obtention de son permis. Donc ça peut arrêter un chantier. Ça peut dire, non, vous n'avez pas le droit. C'est ça. Alors, en fait, c'est à l'extrême. Je vais reprendre. Non, en fait, c'est vraiment cette réglementation en fait va imposer un seuil d'émissions, mais qui va aller des matériaux jusqu'à la construction et à la vie du bâtiment. C'est une nouvelle norme, mais en fait, c'est un complément de l'ancienne réglementation thermique qui s'appelle la réglementation thermique 2012, qui s'appelle désormais 2020, qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2022. La 2012, ça devait être en 2015, donc il ne faut pas trop chercher les rapports. En fait, on les fait rentrer quand on peut les faire rentrer aussi, à la fois techniquement et puis peut-être aussi en termes de conjoncture. 2020, c'était pas la meilleure année qu'on ait tous connue. Donc du coup, les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2022 doivent respecter donc du coup la réglementation thermique ou énergétique, cette fois-ci 2020. Donc 30% encore d'amélioration donc du coup de l'efficience du bâtiment. C'est-à-dire l'efficience, c'est la performance du bâtiment. Ce qui est visé, c'est de relâcher et d'impacter l'environnement de 30% de moins que l'ancienne réglementation thermique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a dit ça, alors effectivement, c'est pas une réglementation, elle remplace. Seulement, il faut pouvoir s'adapter. Ça veut dire que là, on va partir effectivement des matériaux. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait les matériaux qui respectent les exigences. Alors ça, ce sont les industriels qui les fournissent. C'est pas directement la construction. Ils sont là, ces matériaux. Aujourd'hui, là, vous pouvez dire, c'est bon, on a ce qu'il faut. Il y a des maisons qui se construisent depuis le 2 janvier, qui sont avec ces matériaux-là et qui devront atteindre une exigence. Si jamais, et ça c'est... on le verra, mais je l'ai vu avec la RT 2012, si jamais une maison n'atteint pas les exigences qui sont prescrites, on peut aller jusqu'à la destruction. Je l'ai vu une fois. Ah d'accord. Voilà. Mais c'est quand même... c'est grave. C'est grave, c'est de la responsabilité. C'est de la responsabilité d'un constructeur ou c'est de la responsabilité effectivement d'entreprise, en passant par des constructeurs de maisons individuelles qui travaillent avec un contrat de construction qui s'appelle le CCMI, a assez peu de risques ou même aucun risque à mon avis d'arriver dans ce genre de cas de figure. Mais construire une maison comme ça sans s'occuper de la réglementation, oui, là il y a un risque. Mais un risque que les gens peuvent calculer ou alors par méconnaissance, mais enfin, ça me paraît très dangereux. Alors, j'essaie de comprendre. C'est-à-dire que moi, je veux me faire construire une maison. Cette maison, il faut qu'elle réponde à certaines normes, d'accord ? Le permis de construire, je l'obtiens si j'ai ces normes-là ou pas ? Le permis de construire, vous l'obtenez, vous allez le déposer ou quelqu'un va le déposer pour vous, un architecte ou un constructeur de maison individuelle, en votre nom, bien sûr. Et les matériaux sont pris en compte, etc. Oui, c'est-à-dire qu'on va s'engager, à construire. C'est une obligation de résultat.
Voilà. D'accord. Donc il n'y aura pas le détail de tous les matériaux, de toute la performance des matériaux. Il y aura un listing très complet de descriptif de ce que va être la maison. Mais pour être clair, peut-être plus au regard de l'environnement et de l'urbanisme sur le permis de construire, plutôt que sur la réalisation. Par contre, la loi et cette nouvelle réglementation imposent que le résultat, la maison livrée, soit conforme aux exigences de la réglementation énergétique 2020. Donc Voilà. ça veut dire qu'il faut que les chefs d'entreprise soient formés pour ça, et qu'ils comprennent ce qu'ils ont à faire. Alors, C'est ça ? Oui, mais alors en fait, ils vont poser, Raphaël, si tu veux répondre, mais en fait, ils vont poser un matériau ou des matériaux qui vont faire que l'addition de ces matériaux va être 30% supérieure. D'accord. Je ne sais pas s'il y a un impact réel finalement directement pour les entreprises et Ouais. pour l'exécution des travaux. C'est plus les usines. Ouais, finalement, voilà. de Oui, c'est- fabrication C'est sur laquelle, c'est l'innovation des produits, c'est nos industriels qui sont censés nous proposer des matériaux répondant aux normes. Donc ça veut dire forcément un coût supérieur à d'anciens matériaux qui l'étaient moins. Alors Aux normes. des matériaux biosourcés, C'est- Voilà. ouais. des Donc matériaux forcément, qui ont un coût recyclés, supérieur. avec une petite marge supplémentaire effectivement de coût. Alors je suis moi personnellement incapable de pouvoir juger de cette augmentation dans le flot complet des augmentations. Ouais, c'est ça. On n'arrive plus trop à savoir exactement quel est l'impact d'une nouvelle réglementation énergétique, mais sur l'ancienne sur la réglementation thermique 2012, on avait un surcoût d'environ 10% de la maison. Mais, surcoût de 10% de construction, économie certaine de Oui, consommation. pour l'utilisateur final, enfin pour le propriétaire. Exactement. Ou le locataire. Et ça va être très net. Alors les constructeurs de maisons ont coutume de dire qu'on va se chauffer avec une bougie, mais ouais, on va vraiment y arriver parce que là, on va être sur de la maison quasi passive en fait. Donc on est Alors, par contre, à un niveau d'exigence très fort. Ça, c'est pour les nouvelles maisons parce qu'il faudra peut-être 200 ou 300 ans avant de remplacer l'entièreté. l'ensemble de nos habitations Ouais. qui ont pour certaines 200 ou 300 ans déjà. C'est ça, il y a un petit Oui, trou. mais Donc ça va être un coût Ah, quand même pour la société en règle pour la générale. société. Beaucoup plus important pour arriver à des exigences aussi importantes, parce qu'elles sont quand même importantes ces exigences, Oui, avec oui. des plafonds d'émissions de CO2 qui sont relativement drastiques. Qui sont drastiques, qui sont 30% plus sévères que ceux qu'on connaissait précédemment. Pour donner un chiffre, si vous en voulez un, je J'en sais veux pas. bien. Ok, le seuil maximal d'émissions de gaz à effet de serre de consommation d'énergie va être limité à 4 kg de CO2 par mètre carré par an pour les maisons individuelles. Ah oui, ce qui n'est pas beaucoup. Si vous le dites. Je peux pas exactement juger, mais oui, effectivement, Ouais, ça c'est pas 30% de ce qu'on a. Mhm. Et 14 kilos pour les logements collectifs. Voilà. Donc ça, c'était le chiffre qu'on va tous retenir. Mais non, faut vraiment retenir qu'on va se retrouver dans un schéma où on va viser au confort et à l'efficience énergétique l'hiver. C'est-à-dire qu'on va se chauffer avec quasiment plus rien. Mais aussi, nouveauté, et c'est un mauvais hasard du calendrier, mais aussi au confort d'été. d'été. Avec les grosses chaleurs. Et ça, c'est nouveau. Et je pense que le législateur, quand il a prévu ça, n'avait pas imaginé qu'on passerait l'été qu'on a tous passé. Pour clore cette nouvelle réglementation, donc ça implique aussi que les salariés, que les chefs d'entreprise soient aussi formés à ces nouveaux matériaux, et à la pose de ces matériaux, et donc encore plus de formation là-dessus, forcément soit en interne, soit par des CFA et autres. Là aussi, tout est prêt, où il y a encore du travail là-dessus, justement avec ces nouveaux matériaux, avec ces nouvelles modes de construction. Eh bien, on a commencé Vous à êtes avoir... Prêt, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, c'est tout nouveau, on va tous s'y habituer. On a commencé effectivement à avoir des sensibilisations de la part de la fédération, notamment, et puis de nos fournisseurs qui commencent à nous en parler. Et ça rentre dans les mœurs. Maintenant, effectivement, il va falloir s'y faire et puis on apprendra sur le terrain. Et si je peux me permettre Oui. de compléter, les comités de communes sont aussi très actifs sur le secteur effectivement Ouais. de la rénovation énergétique, mais alors avec France Rénov, et il y en a aussi sur Onis Sud. Atlantique.
Atlantique. Pardon. Ici, on est mais il y a Aunis Sud aussi. Hein, oui, Aunis Sud, Atlantique. Enfin, en fait, toutes les Aunis voilà, sont concernées, pardon. La Rochelle, voilà, oui. Et également. Et du coup, pour accompagner aussi les particuliers dans leurs projets de rénovation, avec les aides de l'État, parfois complétées par des aides locales qui sont pas négligeables. Et le mieux pour aller chercher un maximum d'aides, c'est si on rénove une maison ancienne et qu'on vise à la rénovation globale de la maison. Donc ça veut dire qu'on va faire différents postes de rénovation pour atteindre quasiment les exigences de la construction d'une maison neuve. Donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir aussi valoriser le patrimoine ancien et notre patrimoine historique, nos charentaises, pour être très très clair, et de les amener vers l'avenir, en fait, finalement, les amener vers les 50 prochaines années. C'est une belle histoire, je trouve, d'accompagner ça. Tout à fait, c'est beau projet. Que de travail, que de travail. On va passer tout de suite aux actus. Là, je me tourne vers Mélanie Martineau. Donc, je rappelle, vous êtes, je vais retrouver ma fiche, chargée de mission de développement économique au sein de la CDC Aunis Atlantique. Vous trépignez depuis tout à l'heure. Vous dire, ça y est, j'ai mes actus. Eh bien, il y en a pas mal d'actus. Il y a des choses qui bougent à cette rentrée de septembre. Exactement. Ça, c'était endormi pendant l'été, ce qui est normal. Aujourd'hui, ça bouge. Et on va commencer par l'entrepreneuriat, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ouais, une rentrée riche en événements. Et on commence tout d'abord avec la couveuse d'entreprise Audacio qui organise des réunions d'information collective d'1 heure. Le calendrier du deuxième semestre est disponible sur leur site internet audacio-asso.fr et c'est inscription obligatoire. La prochaine date, ça sera demain, le 14 septembre, de 14h à 15h et c'est en visio pour cette prochaine date. Incontournable job dating, forcément, à Surgères. Exactement, à job dating apprentissage, donc avec le centre de formation des apprentis CAMA 17, donc ça sera à Lagore, qui organise le 14... J'avais Surgères, pardon. Ouais, il y en a également à Surgères, mais le prochain c'est demain également de 14h à 17h. N'oubliez pas votre CV, là aussi c'est inscription obligatoire sur CFA 17. Et il y a également donc à Surgères le job dating de l'intérim le 22 septembre de 14h à 17h. C'est au Castelparc rue de Verdun et c'est entrée libre, donc n'hésitez pas à vous y rendre. L'espace régional d'information de proximité qui remet en route ses ateliers, c'est ça ? Exactement. Les RIP, toujours aussi dynamiques sur le territoire, vous proposent un café de l'intérim donc demain à 10h, des idées des métiers le 20 septembre à 9h30, également destination formation le 21 septembre à 9h30, c'est toujours au 90 rue de Bel-Air à La Rochelle et pour vous inscrire, vous contactez Pauline Renaud. Il y a également un atelier RIP à Lacal, là où nous sommes en ce moment, donc à Maran, sur le port de Maran. Ça sera le 23 septembre de 9h30 à midi et ça concerne la découverte de l'agglomération de La Rochelle, des métiers, des entreprises. Donc c'est vraiment hyper intéressant. N'hésitez pas à contacter l'accueil de Lacal pour vous inscrire. Alors moi, c'est ce que je préfère, les petits-déj. Petit-déj de l'emploi, de l'espace mosaïque à Courson, tant qu'on peut manger un petit croissant, pourquoi pas. C'est très sympa et ça a lieu toutes les semaines, exactement. Donc pour les 2 prochaines semaines, vous aurez donc jeudi 15 septembre un petit-déj de l'emploi autour de j'ai des talents et des compétences et comment je les définis. Et le 22 septembre, ça sera toujours j'ai des talents, j'ai des compétences et comment j'en parle. C'est ouvert à tous et c'est à l'espace mosaïque au centre socio-culturel à Courson. Hop, on revient à Maran, à Lacal, un atelier à Lacal. C'est ça, c'est Estelle Pierre qui est coach en épanouissement professionnel, bilan de compétences et création d'entreprise, qui nous propose un atelier gratuit et ouvert à tous qui concerne la sérénité dans son organisation et sa gestion du temps. En cette rentrée, ça peut être pas mal et c'est inscription auprès de Marion qui est facilitatrice de Lacal et ça aura lieu le 15 septembre, donc jeudi de 18h à 19h30. L'université de La Rochelle qui vient à Lacal aussi. Exactement, le Ils président. ont découvert Maran il y a peu de temps. Ouais, le président de La Rochelle, il tient à venir rencontrer les entreprises du territoire. Et l'objectif, c'est présenter les compétences de l'université, donc pour les entreprises, et d'échanger donc avec Monsieur Augier, qui est président de l'université. Inscription toujours auprès de Marion, facilitatrice de Lacal. Et enfin, l'AFPA qui ouvre ses portes. L'AFPA de Périgny, le 22 septembre, rendez-vous de 10h à 16h. C'est sans rendez-vous, c'est de 10h à midi et de 14h à 16h. Donc pour l'AFPA,
Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres encore sur toujours le site internet emploi.onisatlantique.fr. Je pense qu'on peut voir un petit panneau si en régie. On l'a vu tout à l'heure, on peut le remettre, effectivement. Onis.fr. La fédération, elle organise aussi des petites actions comme ça, petit-déj, rencontre after work, ça fait partie de son ADN, ça aussi? Oui, ça fait partie de toute la partie réseau de nos adhérents, qu'on cherche à promouvoir pour nos adhérents, effectivement, au travers des communautés, groupes de jeunes, groupes des femmes dirigeantes. Et oui, il y a des petits déjeuners. Et je crois qu'il y en a un bientôt dans une entreprise qu'on a citée il n'y a pas très longtemps. Là, le 22. Le 22, voilà. Alors, je ne vais pas dire où, parce que du coup, tout le monde va y aller. Il y a un petit déjeuner à 7h du matin, je crois, avec les jeunes. Et ça sera le premier d'une longue série. Et puis, oui, des after-work, on en prévoit aussi. Mais beaucoup plus raisonnable que ce que vous imaginez. D'accord. C'est très pro en fait. Non, mais on a une génération qui sait s'amuser, qui sait se détendre, mais ça reste effectivement ça reste quand même un peu professionnel. Oui, quand même. Sympa mais pro. Voilà. Voilà. Si on veut vous joindre, si on veut adhérer à cette fédération, il y a un site internet. Vous pouvez nous dire où on peut vous trouver. Ouais, vous nous tapez sur un moteur de recherche Fédération du bâtiment de Charente-Maritime. On n'est pas trop mal référencé, ça va. Ou au niveau du site national Fédération française du bâtiment. Et après, on peut descendre département par département pour nous retrouver. Et ouais. Voilà, on est basé à Tonnet-Charente pour être symboliquement au centre du département. Voilà, pour aussi nos amis du Sud. Voilà. Très bien. Bon, Manpower, on l'a dit, La Rochelle, Jonzac, Rochefort, exactement. Saintes, j'ai oublié le reste. Royan. Et Rochefort. Et Rochefort, voilà. Oui, sur tout le département. Et on peut vous appeler, on vous trouve également sur Internet, Oui, ça va de soi. très facilement. Les emplois, CDC Onis Atlantique, on a affiché le site Internet, là aussi vous pouvez retrouver de nombreux offres d'emploi, sans problème. Merci Raphaël, merci d'être venu participer à cette émission, cette première de la saison. Merci. Et puis on espère aussi que vous n'avez pas d'envie d'aller au-delà de l'île de Ré, vous voulez rester sur l'île ? Ouais, nous ça nous suffit, on a un carnet de commandes rempli, on voit pas l'intérêt de se déplacer ailleurs pour l'instant. Vous avez bien raison. Merci Laurent Parot de votre participation, merci Solène Laurent et puis Mélanie, merci aussi d'être venue. On se retrouve nous dans 15 jours pour un nouvel Écodonis. Je ne sais pas quel est l'invité parce que je ne l'ai pas noté. Voilà. Mais en tous les cas, on se retrouve dans 15 jours. Portez-vous bien.